Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler informatique et pour parler histoire de Microsoft. Alors, dans ce nouvel épisode de M-Story, nous nous situons juste après l'apparition de Windows 1.0, le premier des Windows, et aujourd'hui, je crois que mes camarades Christophe, bonjour Christophe, et Florian, salut Florian, Salut. vont nous parler de plusieurs systèmes d'exploitation qui arrivent en même temps. C'est un moment, je crois, décisif pour Microsoft à ce moment-là. Et je te propose, sans plus entendre, Florian, de commencer à nous parler dans ce nouveau M-Story épisode 4. À toi, Florian. Ouais. Donc tu l'as dit, nous sommes en 1985 et pour commencer et qu'on se perde pas trop, j'ai fait un petit schéma alors qui est directement sur la première slide ici. Donc, est-ce que tu pourrais nous partager ton écran, s'il te plaît, pardon, Florian? évidemment, C'est fort sympathique. Petit souci technique déjà. Je t'oublie. Bah oui. Normalement, c'est bon. Il est en train d'arriver et le voilà, parfait. Bon, voilà, on va vouloir commencer trop vite. Non. Voilà. Donc voici donc sa première slide. Donc on voit là le trait rouge, c'est l'endroit où on est. Donc j'ai mis la fin de l'année 85, début 86. On voit ce qui a déjà été développé par Microsoft. Donc tout a commencé avec 86DOS. Donc il y a eu les 3 premières versions de MS-DOS à partir de celui-ci. On a eu les Windows qui est une première version d'interface graphique pour MS-DOS. Et le futur tel que Microsoft le voit en 1985. À l'époque, ils ont un deuxième système d'exploitation qui s'appelle Xenix, qui est leur Unix personnalisé. Celui-ci, donc bien plus évolué qu'MS-DOS, ils le voient comme le système d'exploitation du futur qui, à terme, va remplacer MS-DOS. Donc, dans la vision de Bill Gates, il y aura encore quelques versions d'MS-DOS avant de passer à terme, lorsque les PC seront assez puissants, à Xenix. D'accord. Donc, ce que tu nous as mis, c'est bien la vision de Microsoft à partir de fin 85. C'est l'endroit, c'est le présent, là où c'est le présent. Ok. Merci, Florian. Parce qu'évidemment, la vision, c'est pas toujours ce qui se passe en réalité. Bien sûr. Donc, en 1985, là où on en est, tout le monde voit bien que l'avenir des ordinateurs passera par les interfaces graphiques. Microsoft, plutôt que d'intégrer directement une interface graphique à la nouvelle version de MS-DOS, va créer une interface graphique à part au-dessus de MS-DOS, Windows. La raison est simple, IBM à l'époque, par l'accord qu'ils ont signé avec Microsoft en 1980, ils possèdent tous les droits sur MS-DOS et les nouvelles versions développées par Microsoft. Donc, en développant Windows comme produit séparé, et si les développeurs développent des applications pour Windows, Microsoft reprendra le contrôle complet du système à IBM. D'accord. Donc déjà, Microsoft voulait un petit peu se séparer de cette mainmise d'IBM. IBM a acheté une licence globale de MS-DOS en 1980, et pour tout ce qu'IBM vend comme version de DOS sur les PC IBM, Microsoft ne touche rien. Il ne touche que l'argent pour les clones. Oui. Ce que tu nous dis, c'est que là, IBM a payé une licence globale. Oui, au début, en 1980. En 1980, et qu'elle est toujours valable au fil du temps, quelle que soit l'année. Pour toutes les versions de MS-DOS du futur. D'accord, donc là, Microsoft s'est fait avoir sur ce coup-là. Ouais, ils sont pas fait avoir. C'est un problème, ça. Ça veut dire que Microsoft, à ce moment-là, il a peur, dès qu'il va développer un truc, c'est automatiquement gratos pour IBM, quoi. Oui. Donc, s'il fait évoluer le MS-DOS vers un truc superbe, ben, Microsoft, en fait, il sera embêté, quoi, en fait, finalement. Oui, c'est bien pour ça que Windows, que les API graphiques d'MS-DOS, de la version graphique de MS-DOS, sont placés plutôt dans Windows, qui est vendu à part, plutôt que directement dans MS-DOS. Et donc, c'est pour ça que peut-être, du coup, ils ont séparé. Oui, c'est l'explication. Enfin, après, ils l'ont jamais dit comme ça, mais pour moi, c'est comme ça que je le vois. C'est le plus logique et le plus pragmatique. IBM, de son côté, ils veulent garder le contrôle du marché des PC. Ils veulent même reprendre le contrôle du marché des PC parce que d'un côté, il y a Microsoft qui essaie de développer ses propres systèmes. Il y a les clones qui construisent leurs machines. Alors, IBM commence à perdre le contrôle de tout son propre parc. Donc de ce côté, ils avaient du niveau software, ils avaient commencé par créer TopView, qui était donc leur petit environnement graphique très basique qui permettait de faire du multitâche, mais vraiment un multitâche très basique, comme Windows. Bon, ça n'avait pas été un succès non plus. Ça, tu nous l'avais montré, je crois, au dernier épisode. Très rapidement là où on en est. Ouais. Donc, au-delà du combat sur la partie software, il y a IBM qui a le problème, comme je disais, avec les clones. Vu qu'ils ont fait une machine ouverte en 1980, eh bien, à l'origine, tout le monde a copié le bus et la machine d'IBM pour faire des clones pareils. Et lorsqu'IBM a sorti son dernier PC, l'IBM AT, donc Advanced Technology, il fut copié également de manière tout à fait légale par tout le monde. D'accord.
Donc à cette époque-là, c'est un petit peu open au niveau de l'innovation, quoi. Tout le monde se chope IBM le n'est pas truc. très heureux de cet état de ce fait. Ouais. Avec Bon, alors, donc qu'est-ce qui se passe? avec donc ce nouveau PC, j'en avais parlé la dernière fois, mais je rappelle ça parce que c'est assez difficile à se souvenir de tout. Donc, avec donc l'IBM AT, pardon, je me suis bien quand j'ai pinceau. Donc, avec le dernier PC sorti en 1984, l'IBM AT, Advanced Technology, IBM a choisi de mettre un processeur Intel de deuxième génération, l'Intel 80-286, donc d'où les PC qu'on appelle 286. Celui-ci peut tourner en mode protégé et permet ainsi la conception d'OS multitâches. Pour l'instant, il n'y a que Xenix qui a la capacité de prendre avantage de cette fonction. D'accord. Comme pour le IBM PC précédent, l'IBM AT est copié par les constructeurs de clones et ils reprennent l'architecture exactement à l'identique et elle devient l'architecture standard du monde PC. Et ça va rester jusqu'à aujourd'hui. L'architecture de base de l'IBM AT, ça reste un peu l'architecture de base de nos PC, même 30 ans plus tard. D'ailleurs, si on imagine, j'imagine que la plupart d'entre vous ont entendu parler d'un disque dur SATA, par exemple. Oui. Au milieu de SATA, il y a quoi? Il y a ATA. Et AT, c'est justement parce que ça vient de l'architecture du PC AT d'IBM de 1984. D'où aussi exactement les formats de tours qu'on appelle les AT, les mini AT, les ATX et compagnie. Je crois que ça, tout ce qui est AT, ça vient à l'origine de cette architecture qui est devenue la base de tous nos PC. En fait, ce PC-là, c'est vraiment l'ancêtre de tous nos PC suivants. Niveau hardware, IBM continue de dominer avec son IBM AT, donc, mais chaque année, les constructeurs de clones prennent un peu plus de marge. Et bon, ça ne leur fait pas égal du tout. Ça n'en fait pas beaucoup. Niveau software, donc, comme je l'ai dit, IBM et Microsoft veulent tous les deux dominer l'industrie, mais ni Windows 1.0 ni TopView ne sont des succès. Même du côté d'Intel, la situation est un peu compliquée. Même si IBM continue finalement d'acheter des processeurs Intel, de plus en plus de clones achètent des processeurs AMD. On se souvient que via l'accord que Intel a signé avec IBM au tout début, AMD a le droit de récupérer gratuitement les plans de conception des processeurs d'Intel, de les améliorer et de sortir une variante moins chère. Donc, tout bénéfice pour eux. Bah oui, tout bénéfice pour eux, et ça fait que les clones, même si IBM reste fidèle à Intel, les clones passent de plus en plus souvent chez AMD. Vous en aviez eu des clones, vous? Non. Moi, j'ai commencé tard. Moi, j'étais déjà avec un K62 350 au niveau de ma première machine perso. Donc, je pense pas qu'on puisse considérer que c'était des... Enfin, on n'était pas sur la même époque. On était quand même déjà 15 ans plus tard. 10 ans plus tard. On a eu un Goupil à la maison quand même, mais je pense que Goupil, il devait y avoir sûrement un Intel ou peut-être un clone. Où je travaillais, on avait acheté des clones, ils coûtaient moins cher chez un assembleur. C'était un peu la merde de toute façon et ça plantait quand même assez régulièrement en fait. Mais est-ce que c'était à cause de l'AMD qui était beaucoup moins cher que les Intel et ou des assemblages? Je sais pas. Tu sais, c'est l'époque qu'on parlera un peu plus tard avec les cartes, avec les IRQ et compagnie. Mais du coup, moi, le ressenti qu'on avait, c'était à cause de l'AMD, tu vois. D'accord. Peut-être que c'était pas 100% compatible vu qu'ils faisaient leur petite modification de leur côté. Donc, moi, le souvenir que j'en ai de cette période-là, c'était un peu le chaos au niveau de Microsoft, tout ça, quoi. D'accord. Je te laisse continuer. C'était un peu le chaos, oui, on va en parler. Ce n'est que le début du chaos. Oui. Alors, comme Florian. maintenant. Oui. Non, pardon, là, c'est plus le chaos, on sait où ils vont. Vas-y, continue. Dans les nuages. Donc, je disais donc, sur ces appareils, on peut utiliser donc les processeurs 286 d'Intel, mais ceux-ci avaient leurs défauts. Intel pensait naïvement que des nouveaux systèmes d'exploitation multitâches compatibles avec le mode protégé du processeur allaient être développés, et rapidement des nouvelles applications pour ces nouveaux systèmes d'exploitation. En pratique, personne ne veut perdre le parc d'applications MS-DOS existants, et celles-ci ont été conçues pour tourner sur les premiers processeurs Intel, les 8086. Pour être compatible avec ce système et cette application, le processeur 286 doit tourner dans un mode spécial, le mode réel, dans lequel il fonctionne exactement comme un ancien processeur 8086, seulement plus rapide. Alors ça a des limitations, on en avait parlé la dernière fois, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule application à la fois qui peut tourner sur la machine, avec tout le contrôle sur toute la machine, et seulement 1 méga de RAM utilisable à la fois. Ce qui commence à être peu en 1985. Même déjà pour 1985, c'est peu 1 méga de RAM? Oui, ça commence à devenir peu. D'accord. Le développement d'une nouvelle version de MS-DOS permettant de fonctionner en mode protégé tout en restant compatible avec les anciennes applications est extrêmement difficile.
Oui. Ça n'a jamais été pensé comme ça. Donc, en réponse à ces critiques, Intel prépare déjà une nouvelle vague de processeurs x86, la troisième génération, les 80-386. Ceux-ci D'accord. seront en plus les premiers processeurs 32 bits. Ok. Ils seront rétrocompatibles avec les processeurs 86 existants et il y aura en plus une sorte de mode de virtualisation 80-86. C'est-à-dire que le processeur pourra émuler le premier processeur Intel. Ainsi, en utilisant ces fonctions d'émulation, on pourra faire tourner les programmes MS-DOS existants en émulation dans un nouveau système d'exploitation en mode protégé. Et alors, Florian, là, je te coupe. Est-ce que à ce moment-là, ça permet d'avoir du vrai multitâche? C'est-à-dire, est-ce que ce nouveau processeur est capable de faire tourner plusieurs applications en même temps? Oui, parce que les vieilles applications qui sont prévues pour fonctionner en mode monotâche, si vous voulez, elles vont toutes tourner dans une petite machine virtuelle. D'accord. Qui est conçue directement au niveau du processeur. Ok. Donc, ainsi, Donc là, et les nouvelles applications, elles, seront conçues directement pour prendre partie du nouveau processeur. Donc, il n'y aura pas de problème de ce côté-là. C'était carrément Ça, des machines virtuelles dans les processeurs ou c'était plutôt C'était des des- zones d'allocation pour un logiciel, pour une sorte de processus? Je ne sais pas exactement, ils appellent ça Virtual 86. Donc, D'accord. j'ai jamais été voir, jamais fait d'assembleur en détail, ni a été voir comment ça fonctionnait dans ces choses-là. Je sais que ça existe encore dans nos processeurs actuels, même si c'est plus utilisé. En général, on a tellement de puissance qu'on peut émuler nous-mêmes directement la machine sans passer par les fonctions du processeur. Mais bon, après, j'imagine qu'il faudra un C'était déjà spécialiste. balèze, hein. Pardon? C'était déjà balèze. Bah oui, bah oui. Donc voici cette fonction-là. Voici qui va résoudre pas mal de problèmes pour Microsoft et MS-DOS et pour Windows à terme. On va pouvoir maintenant concevoir un OS compatible MS-DOS et multitâche. ok. Mais on est toujours pour l'instant avec Windows 1.0 Oui, oui, c'est et ce qu'on va MS-DOS pouvoir 3. faire. C'est ce qu'on va pouvoir faire. On y arrive. Au passage, Intel décide de rompre le contrat qui les lie à AMD. Ah. À ce niveau, ils pensent que IBM est trop engagé dans les processeurs x86 et que même si Intel rompt le contrat d'origine, ils n'ont plus le choix que de continuer avec eux. D'ailleurs, c'est vrai. Maintenant, tout le monde est sur des processeurs x86, tout le monde va rester compatible, donc tout le monde va continuer d'utiliser. De fait, AMD n'a plus le droit de copier les processeurs Intel x86. Alors qu'est-ce qui se passe pour eux? AMD va contester cette affaire et contester tout ça et amener ça devant les tribunaux. La bataille juridique, elle va continuer pendant quasiment une dizaine d'années, ce qui va faire que pendant un moment, Intel va reprendre quasiment le contrôle absolu de l'architecture x86. D'accord. Bon, AMD finira par avoir le droit d'en faire à nouveau, à terme. Oui, mais le droit d'en faire, mais pas le droit de copier ce qui a déjà été fait. Ils auront le droit d'en faire dans les années 90 à nouveau, mais ils n'auront plus le droit de copier ceux d'Intel. Ils vont devoir faire leur propre processeur x86 un peu différent, mais compatible. Ce qu'on a encore aujourd'hui. C'était vraiment des rats, en fait, à AMD. C'était l'accord qu'IBM avait fait signer à l'époque, et ils voulaient deux sources pour leur machine. Oui, totalement. Mais ça fait quand même des rats, quoi. C'est le mec qui n'invente rien, nous, on va piquer le truc, quoi. Oui, mais alors, tu dis ils inventent rien de notre côté, ils reprenaient les plans des x86 de chez Intel et ils pouvaient les améliorer s'ils le voulaient. Oui, mais vu qu'ils n'avaient pas eu les frais de la R&D, ça leur coûtait beaucoup moins cher et ils pouvaient vendre ça beaucoup moins cher qu'Intel. Bien sûr. Voilà. Enfin. Donc, maintenant qu'on a ce nouveau processeur 386 qui arrive, Compaq, ceux qui nous avaient déjà fait le premier clone de l'IBM PC et qui avaient cloné le BIOS, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, bien sûr. Compaq avec le veut, Phoenix. encore une fois, être les premiers constructeurs à suivre IBM pour leur premier. Ils veulent faire le premier clone 32 bits. Donc, ils contactent Intel avant même que le développement de 386 soit terminé. Ah oui. Donc, ils prennent vraiment les devants. Alors, surprise, Intel leur dit que IBM ne semble pas intéressé par le nouveau processeur et non pas de version 386 du PC en développement. Ah. Info ou Intox, on le sait? C'est vrai. C'est vrai. De plus, Intel a encore quelques soucis de rétrocompatibilité. Compaq décide alors de travailler avec Intel pour finir le développement du 386 et de lancer avant même IBM le premier PC utilisant un processeur 386. Donc, de copieurs, ils deviennent innovateurs. Voilà. C'est un pari risqué, parce que juste là, IBM fait une nouvelle version du PC et tout le monde suit en faisant des clones qui sont à peu près pareils. Est-ce que les consommateurs, est-ce que les utilisateurs oseront suivre Compaq ou est-ce qu'ils vont attendre de voir ce qu'IBM va faire? Je ne sais pas pourquoi je pense que ta première proposition est la bonne. Afin de minimiser donc les risques et de continuer la compatibilité avec les PC précédents, ils vont continuer d'utiliser un bus 16 bits identique à celui de l'IBM PC précédent.
Ainsi, si IBM le fait évoluer de façon différente, ils pourront se rattraper le coup avec un adaptateur. En fait, ils prennent pas de risque. Hein. Ils restent le plus proche possible des PC IBM précédents, afin de pas se tromper, on va dire. Si vous voyez ce que je veux dire. Ils innovent, mais ils y vont délicatement. Voilà. Voici à quoi ressemblait donc le PC de Compaq, le premier PC 386, donc le premier PC 32 bits, le Desk Pro 386. Donc, magnifique, hein, ça donne envie tout ça. Voilà. Compaq insiste bien qu'il s'agit du premier PC 32 bits, mais qui reste compatible avec les standards 16 bits existants et qu'il n'y aura aucun doute qu'il sera la base des standards du futur. D'accord. Chez Compaq, Christophe, tu as besoin de passer un coup de fil? Non. D'accord. Pardon, on parlait de NFC avant l'enregistrement. Donc chez Compaq, on attend de voir venir la réponse d'IBM, mais celle-ci ne sera pas du tout celle qui était attendue. En effet, comme je l'ai dit plus tôt, chez IBM, on aimerait bien reprendre le contrôle complet du marché du PC, que ce soit au niveau software ou au niveau hardware. Niveau hardware, en théorie, c'est simple. Il suffit d'inventer une toute nouvelle architecture créée 100% par IBM, brevetée et protégée par une armée d'avocats. Une architecture que les clones n'auront pas le droit de toucher sans payer des royalties à IBM. La compatibilité avec le matériel IBM existant et clones existants sera cassée, mais IBM pense que son nom sera assez puissant pour forcer le changement. Pourquoi je me dis que ça va pas marcher, ce que tu dis là? Niveau software, IBM n'a pas encore la capacité de développer par eux-mêmes un nouveau système d'exploitation PC. Ils ont donc encore besoin de Microsoft, du moins pour l'instant pour lancer le projet, et pour conserver dans un premier temps la compatibilité software avec les programmes MS-DOS existants. D'accord. Chez Microsoft, on n'est pas très heureux de voir ce tournant chez IBM, mais Bill Gates ne peut ignorer la possibilité que le marché suive vraiment IBM, et donc il accepte. Un accord de développement pour le nouveau DOS est signé. Donc, ce que tu appelles le nouveau DOS, c'est celui qui va remplacer MS-DOS 3.0. Voilà. Ou 3.x d'ailleurs. À ce moment-là, il va avoir donc l'ancien DOS et le nouveau DOS qui vont être en développement en même temps. Et alors que Microsoft va développer donc le nouveau DOS, IBM va reprendre temporairement le développement de la nouvelle version de l'ancien DOS, la version 4.0. Alors, le problème, c'est que cette version, elle va être testée et pensée uniquement pour les ordinateurs IBM. Et donc, lorsque les gens vont la tester sur les clones, ça fonctionnera très mal. Et au final, en fait, à l'époque, c'est un peu, ça va avoir la même réputation que Windows Vista a eu il y a 10 ans, si vous voulez. D'accord. MS-DOS 4, c'était le Vista du DOS au niveau réputation. Ouais, mais bon, c'était quand même pas le Millennium. Voilà, mais vous voyez l'idée. C'était, je veux dire, tout le monde disait que c'était de la merde, personne ne voulait. C'était voilà. Et donc, ça va forcer Microsoft à sortir une version corrigée de MS-DOS 4, qui sera la 4.01. Alors, juste pour tous les autres. Bon, finalement, juste pour repréciser, derrière. Ouais. Pour repréciser, Florian, ce MS-DOS 4.0 qui était tout pourri, on le doit à qui? À Microsoft ou est-ce qu'on le doit à IBM? IBM. Mais ils l'ont testé que sur leur machine. Ouais. Enfin, sûrement volontairement, hein, ils voulaient avantager leurs propres clients. Évidemment. Et donc Microsoft va devoir revenir dessus pour faire une version 4.01 qui soit compatible pour tout le monde. Ok. En attendant, donc Microsoft va développer le nouveau DOS. Donc l'idée était d'avoir un système multitâche, enfin. Alors j'ai une petite bêta du nouveau DOS que je vais montrer en machine virtuelle immédiatement, si vous voulez bien une petite seconde. Oui. C'est assez intéressant, je trouvais. Alors c'était très basique, hein. Voilà, je le lance. Normalement, vous allez le voir apparaître donc sur... Tadam! Et ça fonctionne! Ça marche? Oui, parfaitement. Donc par contre, tu n'as pas mis ta date. Pardon? Non, tu as la date qui te demande d'entrer à nouveau. Oui, je la vois sur très grave, tu vas y mettre, voilà. Et donc, en fait, le multitâche, c'était tout simple au début. Hein. C'était encore un multitâche dans le DOS. Donc, on appuie sur la touche Alt, et vous voyez, on peut ouvrir une deuxième fenêtre DOS. Et là, j'ai deux fenêtres DOS ouvertes, vous voyez. D'accord. Ah ouais, c'est quand même pas non plus hyper glorieux. Bon, tu vois, c'était très basique, mais c'était la première version multitâche de MS-DOS. Alors que chez Atari et chez Amiga, tout ça, on faisait des trucs vachement plus chiadés déjà, non, Christophe? Voilà. Mais bon, là, on est au tout début. Hein. Christophe, tu parlais? Ouais, je parlais, pardon. Je disais, quand même, à cette époque-là, les 1632 bits personnels, enfin, pas des ordinateurs de la maison, on était à des années-lumière de ce qui se passait là, quoi. Oui, voilà. Mais là, vous étiez à des années-lumière en avance. En avance. Mais clairement, quoi. Clairement, c'est comme... Alors, je vais exagérer à fond. C'est comme si tu vas sortir
une 404 Peugeot et il y a la Tesla qui est déjà au bout de la rue, quoi. Oui, bah oui. Ouais. C'est le début. Hein. Mais que la Tesla, elle va pas marcher, quoi. Mais après, il faut bien savoir que là, ils essayaient d'être compatibles avec les anciens processeurs Intel qui n'étaient pas faits pour le multitâche. Donc évidemment, ça rendait ça assez tordu. Ouais. Enfin bon. Donc pour le développement de ce nouveau DOS, des divergences entre IBM et Microsoft apparaissent rapidement. Microsoft propose que le Windows devienne le shell graphique standard à l'ancien et au nouveau DOS. Une manière de faire le pont entre les deux systèmes. Microsoft est également agacé par l'un des choix qu'IBM a fait pour leur nouvelle architecture, pour la nouvelle machine qui sera donc conçue avec le nouveau DOS. En effet, à ce moment-là, ils doivent faire un choix. Est-ce qu'ils vont utiliser le nouveau 386 d'Intel ou est-ce qu'ils vont utiliser un ancien processeur 286 ? Pour quelle raison? Pardon ? Pour quelle raison? Prendre un Ça peut vieux? paraître évident. Hein. Nous, de notre point de vue, on dit c'est évident, il faut utiliser le 386. Avec ses capacités de virtualisation, ce sera beaucoup plus simple. Mais c'est pas si simple que ça chez IBM, parce que, en effet, à l'époque, leur marché principal, ça reste les ordinateurs centraux, les gros ordinateurs. Et les équipes de cette division, ils ne voient pas d'un bon œil l'arrivée du 386. Parce que jusqu'ici, les PC, c'est des petits ordinateurs, un petit complément aux ordinateurs centraux, on ne pouvait pas faire grand-chose avec. Mais le 386, il donne maintenant des capacités de virtualisation basiques, mais quand même de la virtualisation à ces machines. Et ils se disent, si on commence par là, jusqu'où ça va aller ? Qu'est-ce qui restera aux ordinateurs centraux que les PC ne pourront pas faire à terme ? Et dans ce cas-là, pourquoi quelqu'un achèterait un ordinateur central à IBM s'il peut avoir un PC qui fait la même chose pour beaucoup moins cher ? Donc là, c'est l'occasion de stresser un petit peu chez IBM. Bah oui, oui. Et donc, au final, IBM donc. décide de ne pas utiliser un processeur 386, mais de se contenter d'un 286 pour la nouvelle machine. Parce que les PC ne doivent pas devenir trop puissants et faire de l'ombre aux ordinateurs centraux. Donc tu veux dire que là, si je résume bien, il y a IBM qui a choisi de sortir de la merde en essayant de conserver le marché en proposant de la merde aux gens. Un peu ça. J'ai bien résumé ? En gros, ils ont essayé de garder... Ils ont essayé de continuer la segmentation du marché en ordinateurs centraux et des micro-ordinateurs et de régner sur les deux. Et finalement, ils ont tout perdu avec leur connerie. Mais bon, on y arrive. Je ne comprends pas ce que tu veux dire quand tu parles des ordinateurs centraux. Je ne comprends pas cette phrase-là. C'est les gros ordinateurs pour université de l'époque, des choses comme ça, des gros systèmes IBM, comme les systèmes... Mais qu'est-ce qui dépendrait de moi? L'entreprise, on a un 386, un 286, et je ne dépends pas d'un ordinateur central. Oui, mais beaucoup de grosses entités avaient encore des vieux ordinateurs qui dataient des années 70, on est au début des années 80. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Un ordinateur type université qu'on pouvait mettre sur Unix, des choses comme ça, des grosses machines. Et des machines que les gens utilisent uniquement par l'intermédiaire d'un terminal qui est dépourvu oui, d'intelligence. Pas des micro-ordinateurs, des gros ordinateurs d'avant. IBM avait encore un gros marché là-dessus. Ouais, d'accord. Tu vois, Christophe, ou pas? Oui, je vois, je suis en train de me dire, Microsoft, tu as l'impression qu'il va aller par là. Il revient à ce niveau-là, quoi. Si demain Microsoft veut virtualiser ses Windows 10, enfin ses Windows futurs, et que tout passe par le cloud, comme c'est exactement cloud ça. Ils veulent revenir à un truc où maintenant on va contrôler tout parce que les Windows seront virtualisés dans du cloud et tu n'auras plus qu'un client. Oui, bon, mais c'est un risque. C'est pas le sujet. Mais tu prends de l'avance pour l'épisode 98. Allez, on redonne la parole à Florian. Bah oui. Donc le choix d'un 286 est un gros problème pour Microsoft. Puisque avec le 386, on aurait pu facilement faire un nouveau DOS qui fait tourner les programmes de l'ancien DOS en virtualisé. Avec le 286, c'est impossible. Et Steve Ballmer, qui dirige l'équipe qui doit développer le nouveau DOS, frustré, ira jusqu'à dire que le 286 a été conçu avec des problèmes qui le rendent dérangé du cerveau. D'accord. Donc, le nouveau DOS sera, au final, à cause du fait qu'il fonctionne avec un 286, le nouveau DOS sera seulement multitâche pour les nouveaux programmes, et les programmes de l'ancien DOS tourneront un à la fois dans un mode de compatibilité. Dans ce mode, OS2, et en fait, j'aurais dû... Le nouveau DOS, pardon, je me suis dépêché trop vite. Le nouveau DOS s'arrangera pour vider donc le premier mégaoctet de la RAM de la machine et redémarrera le processeur afin de repasser en mode réel, le mode de l'ancien processeur x86, et le temps de faire tourner l'application de l'ancien DOS. Et ensuite, il repassera en mode protégé lorsqu'il reviendra sur le nouveau DOS. Si vous voyez le concept. En gros, c'est du Louis-Boulga, quoi. Et vu que le 286 n'avait pas été pensé pour switcher entre les modes, il fallait le redémarrer pour qu'il repasse en mode réel. Grosso modo, les gens vont pas du tout apprécier ce genre de truc, ils vont trouver ça absolument pas convivial. Alors, afin d'accélérer le processus, les équipes de Microsoft vont bidouiller pour avoir une idée
ils vont faire planter le processeur afin de le redémarrer plus vite, parce qu'ils ont découvert que quand ils le font planter, ça redémarre très vite. Mais ça, Mais tu dis nous en donc, avais déjà parlé à l'épisode précédent. Oui. Ouais, mais ça, ils ont continué à le faire. Non, pardon. Oui. Ah oui, d'accord. Alors là. Troll. Bon. Et donc, donc l'idée, c'est que lorsqu'on va vouloir repasser en mode réel, on va faire planter le processeur pour qu'il redémarre rapidement, et ainsi, on passera en mode réel plus vite que si on avait redémarré à la main le processeur. Qu'est-ce que c'est planter le processeur? C'est-à-dire que c'est juste une Ils font interruption parce alors là, que. je ne connais pas les détails, mais j'ai lu qu'ils font une triple faute, une faute triple, quelque chose comme ça. Ils font planter Mais Ils font vraiment le pire, ils font planter de la pire façon possible, je ne sais pas exactement. Et en fait, oui, je suis d'accord, ça doit pas être compliqué de faire planter, mais je veux dire, qu'est-ce qui se passe au niveau de la machine à ce moment-là? C'est-à-dire que la Parce machine, que ça coupe elle bloque, l'électricité. elle elle repose, frise. elle fait pas les tests. Elle fait pas les tests post, tout ça. Ah, c'est pas quand il parle de redémarrage du processeur, parce que j'avais jamais entendu parler qu'on pouvait redémarrer un processeur. Qu'est-ce qui se passe? Elle frise, elle bloque, elle attend, elle est en stand-by. Le truc, c'est qu'ils ont trouvé un moyen de ne pas vider la RAM. Tu vois, ils redémarrent le processeur en c'est gardant puissant. le système en route. Et Bill Gates décrit cette solution comme couper le moteur et le redémarrer pendant qu'on est à 100 à l'heure. Oh, c'est énorme. Et Intel eux-mêmes ne pensent pas que ça va fonctionner quand Microsoft leur décrit la méthode, et il faut qu'ils le voient pour le croire. Excellent. D'accord. Ils ont donc dépassé un peu les limites du processeur sur ce coup-là. Ok. Et donc, sur le sujet de l'interface graphique pour le nouveau DOS, donc IBM se réchauffe lentement à l'idée d'utiliser Windows. Cependant, ils ne veulent pas abandonner TopView. Il faut voir que IBM à l'époque, c'était des gens qui disaient nous, on offre un support super à tous nos consommateurs. On a proposé TopView il y a 2 ans, on ne veut pas laisser les gens dans les choux. Hein. Il faut que TopView soit aussi supporté par le nouveau DOS. Logique. Et donc, Bill Gates, qui est prêt à tout pour accepter Windows, pour faire accepter Windows, il accepte et il promet que la prochaine version de Windows inclura d'une façon ou d'une autre les API de TopView. Alors, c'est plus facile à dire. Pardon ? Oui, à dire qu'à faire. Facile à dire qu'à faire. Et Microsoft va, pour cela, racheter une petite compagnie, Dynamical System Research, qui avait développé un clone de TopView. Ainsi, ils vont intégrer ces équipes aux équipes Windows afin de développer beaucoup plus rapidement que ce qu'ils avaient fait par eux-mêmes un clone de TopView dans Windows. Je sens qu'il y a des embrouilles qui vont arriver, non? Ah oui. La compatibilité TopView étant dans la poche, Bill Gates se dit que maintenant Windows semble vouer un bel avenir, et donc c'est l'occasion d'essayer de le relancer. Et donc il fait de la pub, il dit qu'en développant pour Windows 1.0 et DOS 3 aujourd'hui, on va créer une application qui tournera directement sur le nouveau DOS d'IBM. Donc pourquoi ne pas le faire? Allez, achetez Windows. Ah oui. Ouais. Alors que tout semble aller pour le mieux, en juillet 1986, IBM annonce les standards SAA, System Application Architecture. Alors sans aller dans les détails, il s'agit d'avoir toutes les applications de tous les systèmes IBM, du PC au mainframe à tous les produits IBM, fonctionnent de la même façon avec une interface graphique similaire. En grosso modo, c'est un code de conduite, un code de graphique pour les produits IBM. D'accord. Et donc, au passage, TopView ne répond pas du tout à ces critères, et donc il est abandonné. Super. Et donc Microsoft vient de dépenser 1,5 million pour rien. Oh, les saletés. Mais c'est pas tout. Pour l'affichage d'objets graphiques, Windows utilise GDI, donc Graphics Device Interface, Christophe connaît. Le GDI, c'est vachement. Je pensais pas que c'était si vieux que ça. Oui. En fait, le GDI, c'est une couche basse qui utilise l'accélération machine pour tout ce qui est environnement graphique. Et le GDI a évolué avec Windows XP en 95, où ils ont fait une couche plus haute, le GDI+, que j'utilise toujours. Et là, c'était par contre, on n'utilise pas l'accélération machine, mais ça utilise beaucoup plus ça utilise une grosse partie du GDI de base. Mais que tu me dises que ça existait là, on est dans les années 86, 86, oui. Putain, c'est un truc de fou, quoi. La rétrocompatibilité Microsoft. Ah, c'est puissant, comme quoi tu vois le fondement des machines. Parfois, il y a des visions où loin, enfin bref, je sais pas comment dire ça, mais ça va loin, quoi. Et donc, bon, pour revenir à notre sujet, donc les normes SAA d'IBM obligent à utiliser Hawthorne, qui utilise une autre API qui s'appelle GDDM, bon ça va dans les détails, un Graphical Data Display Manager, qui est développé par IBM et totalement incompatible sur la conception avec GDI.
D'accord. Pour Et Microsoft, pourquoi mon petit doigt me dit que la qualité doit être moins bonne avec GDDM qu'avec GDI? je ne sais pas, honnêtement, j'en sais rien. Mais bon, Ouais. pour Microsoft, IBM vient de tuer Windows. Parce que là, on ne peut pas faire un Windows qui n'est plus Windows. Bah oui. Question. Donc, Petite oui. parenthèse. Christophe. Petite parenthèse. Pourquoi tu dis IBM et Microsoft? Ça me gêne depuis le début de la MS Je sais pas Story. pourquoi. C'est parce que j'ai l'habitude de dire Microsoft depuis bien longtemps, et IBM, je l'ai lu quand j'étais plus à l'aise en anglais, donc je le pense à IBM. Tu vois, c'est marrant. C'est tout. Pas de C'est son. c'est marrant quand même. Mais bon, c'est pas grave. Microsoft. Voilà, Microsoft and IBM. enfin bon. IBM. Donc, Basta. Big Gas tente de rattraper le coup, pas de problème. Le nouveau DOS peut avoir deux interfaces graphiques en même temps, Hawthorne et Windows. IBM refuse. Donc, Microsoft propose alors d'intégrer Hawthorne dans Windows d'une façon ou d'une autre. Vous en faites pas, on va s'en sortir, nous lâchez pas, continuez d'utiliser Windows. Hop, hop, hop. Donc, Vas-y. le développement de ce qu'on appelle maintenant WinTorn, Windows plus Hawthorne, commence alors. Cependant, les deux systèmes ne sont pas du tout la même conception, ne sont pas compatibles, et la partie Windows prend une place de plus en plus mineure au fil du temps dans le développement, rendant au final la compatibilité avec les applications Windows 1.0 impossible. Mince. Microsoft, dans sa communication, tente toutefois de minimiser les différences. Les applications Windows devront probablement être recompilées, il y aura peut-être quelques changements à faire, mais ce ne sera pas grand-chose, ça tournera quand même. En Ouais. réalité, même si Windows et WinTorn se ressemblent visuellement, ils sont différents en interne à tous les niveaux. Au passage, voici donc sur la slide à quoi ressemble donc visuellement la nouvelle machine donc qu'IBM va construire, le PS2, dont on va parler maintenant. Ouais. C'est pas moche, hein? Bon. Putain, on le voyait Ouais. plein de fois ça dans les écoles en fait. En fait, non, je me trompe. Mais ce truc-là avec ce gros interrupteur à droite, c'était forcément un PS2 ou pas? Je crois qu'IBM avait tous des gros interrupteurs, non? Ouais, bah alors donc on se trompe. Je me trompe visuellement. Les carcasses devaient être les mêmes alors. Enfin bon. Hmm. Donc, même si donc Windows n'est pas encore prêt, le travail sur le nouveau DOS, qui est appelé en interne CP-DOS, avance bien. IBM décide alors d'annoncer donc sa première machine, que voilà, avec le nouveau DOS et sa nouvelle architecture. Le nouveau DOS s'appellera au final OS2, Operating System 2, donc système d'exploitation 2, ils se sont pas foulés. Hein. Oui, classique. WinTorn deviendra Presentation Manager, et le nouveau bus, donc la nouvelle architecture en interne de la machine, s'appellera Microchannel. La machine ne sera plus un PC, mais un PS2, Personnel System 2, donc système personnel 2. En gros, c'est le suivant pour eux, dans leur logique, c'était le suivant du PC. Le PC c'était le 1, ça c'est le 2. D'accord. Ça se dit, ouais. Pardon ? Ils n'auraient pas pu l'appeler PC2. Oui, mais non, PC, c'est pareil, je pense qu'ils voulaient se lâcher l'idée PC que tous les clones refaisaient. Et est-ce que Sony a payé des royalties à IBM ou pas après? Ah, bonne question. Parce que... Je sais pas. Bon. Par contre, l'interface graphique du nouveau DOS, donc Presentation Manager, qui s'appelle maintenant Presentation Manager, n'est pas terminée. Et ils annoncent que les premiers appareils sortiront sur la version 1.0 sans interface graphique. Oh la boulette. Voilà. Oh la boulette. Pour Microsoft, tout ça, c'est ridicule. Il fallait pas faire ça, Christophe? Ah bah non. Tu imagines que demain on te dise voilà les gars, on va sortir la nouvelle Surface Pro 22. Mais les gars disponibles dans 2 ans, on l'avait mis dispo quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bah oui. Dans ce cas-là, tu veux dire tu fermes ta gueule et tu gardes le projet sous le coude. On est bien d'accord. Bah oui. Mais bon, là, c'était IBM qui a fait une grosse boulette, je trouve. Ils ont fait beaucoup de grosses boulettes en même temps. Ils ont peut-être donné cette habitude-là à d'autres personnes. Donc, enfin, bon. Au final, pour Microsoft, tout ça c'est ridicule, comme Christophe vient de le dire. Déjà, les noms sont pas géniaux, et IBM vient de tuer ses premières machines en annonçant que la seconde génération aura une interface graphique. Alors, ce que tu dis, c'est exactement ce que j'ai plus ou moins vécu en tant que j'étais tout jeune, mais c'était imbitable. Je me souviens, il y avait des magasins qui s'appelaient Darty, je pense que ça n'existe plus. Pas Darty, pardon, Tandy ou des je sais plus quoi dans mon coin là. C'était pas les ordinateurs Tandy, hein, c'était des magasins comme ça ici à Auchan. Là. Et je comprenais rien en fait. Si tu veux, tu avais des PS2, OS2, tu avais PC, tu avais IBM, tu avais Microsoft. C'était un peu la foire. Surtout que pendant cette période-là, chez nous, on avait d'autres systèmes. Il y avait énormément de systèmes à l'époque. Énormément. Maintenant, on va en compter 3. Mais je veux dire, c'était la foire l'informatique, c'était très vaste, je trouve. Hein. Bah oui, c'est justement un des gros problèmes. Parce que malgré que le nouveau DOS, comme il est prévu pour un 286, il est techniquement compatible avec les anciens PC, les noms rendent ça complètement confus. Les gens ne comprennent rien. Pourra utiliser OS2, est-ce qu'il faut un PS2? Bah non, mais pourquoi alors? C'est bizarre.
Mais le pire était à venir pour Microsoft, puisque IBM annonce qu'à terme, ils développeront une nouvelle version d'OS 2, donc une édition étendue, qui sera seulement développée par IBM, et sur laquelle Microsoft ne touchera rien. Donc bon, c'est sympathique pour... Grosso modo, IBM vient d'envoyer chez Microsoft. Là, voilà. Et également, elle fonctionnera uniquement sur les ordinateurs IBM et pas sur aucun clone. D'accord. Donc à terme, IBM ne veut plus rien partager ni avec Microsoft ni avec les clones. Pour vous situer, nous sommes quand même en 1987. OS 2 est sorti en 87. Cependant, le fait que le PS2, donc le PS2, sort avec OS 2, donc sans interface graphique, donne une nouvelle carte à jouer à Bill Gates. Celui-ci annonce Windows 2.0, un environnement graphique pour DOS, donc l'ancien DOS, le DOS classique, qui aura une fidélité visuelle à l'environnement graphique de Windows Presentation Manager. C'est comme ça qu'il dit les choses. Il dit Microsoft, la phrase telle que Bill Gates l'a dit, c'est Microsoft Windows 2.0 aura une fidélité visuelle à Microsoft Presentation Manager pour OS 2. Ça veut rien dire en fait. C'est pas le bordel du tout. Voilà, c'est une façon de donner l'impression, sans le dire, qu'il y a encore un lien entre Windows et Presentation Manager. C'est une façon de commercial. Noyer le poisson. Oui. Il faisait de la politique. Pourquoi il n'a jamais fait de la politique? Oui, passons. OS2 prenant donc la majorité des ressources de Microsoft, c'est une équipe très très réduite qui travaille sur cette version 2.0 de Windows. Toutefois, personne n'est dupe dans la presse. Comme maintenant. Oui. Christophe, on n'est pas dans Lifestyle, on est dans M-Story. L'univers informatique de l'époque. Windows n'a plus rien à voir avec IBM et personne ne souhaite développer d'application pour cette nouvelle version. Même en interne chez Microsoft, il y a des conflits. Il y a Steve Ballmer qui dit qu'il faut lâcher Windows complètement et mettre tout sur Presentation Manager. Au final, il est quand même décidé de développer la première version graphique d'Excel exclusivement pour Windows 2 dans un premier temps afin d'aider le système à se vendre. Et donc, le 7 juillet 1987, Windows 2.0 est disponible avec donc Excel 2.0. Cool. Par rapport à la première mouture, le système a commencé à évoluer un petit peu. Par exemple, il permet maintenant aux fenêtres de se superposer. On se souvient que dans le 1.0, c'était pas le cas. On pouvait juste... Oui, tout était collé à touche-touche. Il n'y avait pas d'espace vide. Alors, si on peut regarder... ah non, pardon. Tu as un slide à montrer peut-être juste après. T'as pas mis le slide avec le tableur Excel là? Je vais le mettre après. Il est après. D'accord. Je vais juste montrer là, j'ai mis en parallèle, voici à quoi ressemblait donc, Windows 2.0. Ouais. Donc, comme vous voyez, bon, là c'est quasiment pareil au premier, sauf que maintenant, donc, on peut superposer donc, les applications. Mais dis, c'était pas en noir et blanc pourtant à l'époque. Là, tu l'as en noir et blanc. J'ai mis un IBM, pour être plus simplement, j'ai mis un IBM XT qui n'avait pas de carte graphique par défaut. D'accord. Mais après, donc c'est pour ça. Ça dépendait de la machine. Petite parenthèse aussi, tu vois, ça, cette époque-là où il y avait des cartes graphiques à mettre par rapport aux machines que je présentais à Atari Amiga, mais il n'y avait pas cette notion-là, on avait déjà de la couleur. Eux, ils parlaient des écrans monochromes, on ne connaissait pas dans les machines qui sont sorties de manière parallèle et maintenant qui sont... Décédés. Enfin, non, disparu. Pas décédés. Non, je t'interdis de dire ça. Pardon, disparu. Moins utilisé. Aux abonnés absents. Donc, voilà. Donc, Windows 2.0 est sorti, c'est une petite évolution, mais pas révolutionnaire, et c'est pas un grand succès. Bon. Voici le slide suivant, donc vous pouvez voir de quoi ressemblait donc Excel donc, pour Windows 2.0, donc c'était assez basique. Bon, après, je pourrais vous montrer... C'était assez basique. Je voulais m'arrêter un peu là-dessus au niveau interface graphique. Même si ça a changé. C'était pas mal en fait pour l'époque, c'était pas mal. On est en 87, on a déjà les menus là qui descendent tout en haut qui existaient depuis le DOS, certes. On a les boutons, on avait déjà les cases à cocher qui avaient sorti, rappelez-vous, au niveau d'Apple. Hein. Mais je veux dire, j'ai parlé du là maintenant, mais en fait je me suis pas placé à l'époque, c'est vrai. Tout est là, je veux dire, parce que c'est pas évident de créer une interface graphique et quelque part rien n'a beaucoup bougé. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Les boutons n'ont plus la même tête, mais les boutons restent des boutons, les cases à cocher restent des cases à cocher, les menus déroulants restent des menus déroulants. Toutes les fonctionnalités de l'interface graphique existaient à ce moment-là quasiment. On a encore 30 ans plus tard était déjà dans la première version de Windows, puis comme tu dis, c'était déjà GDI en plus, donc vraiment c'était déjà quasiment la même chose. Hein, oui, tout à fait. On était vraiment basé sur. Je suis sûr que le Visual Basic de l'époque, s'il existait, il existait de toute façon. Attends, non. Je sais pas, la version 1 qui était sous DOS.
J'en sais rien. Je m'en fous. Mais je veux dire, c'est vrai qu'en environnement graphique, en développement, je pense que ça n'a pas beaucoup changé. Et le seul gros truc qu'ils ont essayé de changer, c'était avec Windows 8. Et puis, on a bien vu que ça n'a pas Ça marché. marchait pas très bien. Putain, j'ai dit oui, 8 comme un Belge. Oh, pardon. Oui. Je dis 8. Ami belge. Ami belge, si vous nous entendez. Mais c'est normal que je dise ça. Donc, en 1987, là où on en est, personne ne sait à quoi va ressembler le PC du futur. Microsoft ou IBM, DOS ou OS2, Windows ou Presentation Manager, l'architecture micro-channel ou une évolution de l'architecture des anciens PC AT. Les développeurs et les utilisateurs, tout le monde hésite, car beaucoup de monde, ce qu'IBM décide est toujours devenu le standard, ça a toujours été le cas et ce sera toujours le cas. De son côté, donc Compaq, qui a sorti donc son 386, on se souvient, ne compte pas tout abandonner. Tout d'abord, IBM ayant abandonné l'architecture du PC AT d'origine, Compaq se l'approprie. Il la renomme Industrie Standard Architecture, ISA. Architecture standard de l'industrie. Ouais, d'accord, ok. Pardon ? Ok, je comprends maintenant pourquoi ça s'appelait les ports ISA, mais ok. Non, c'était pas Isabelle, l'autre fille non, mais ça, je m'en doutais, ça. De Steve Jobs, parce qu'il y a eu Lisa aussi. C'est une façon donc d'appuyer sur le fait que la nouvelle architecture d'IBM est non standard et non rétrocompatible, contrairement à l'architecture standard. D'accord. Compaq maintient que l'architecture ISA existante peut à terme être étendue pour faire un bus 32 bits qui permettra de tirer pleinement des processeurs 386 d'Intel sans avoir à perdre la compatibilité avec le matériel 16 bits existant, ce qui est mieux que ce qu'IBM propose. En pratique, le nouveau bus d'IBM a tout de même quelques avantages, celui de reconnaître automatiquement par exemple les périphériques qu'on branche sur la carte mère, comme un PC moderne en fait, sans que le consommateur ait besoin d'entrer dans les paramétrages dans le système d'exploitation. À l'époque, pour ceux qui ne savent pas, lorsqu'on mettait un nouveau périphérique dans son PC, on devait régler les adresses IO, les IRQ, les DMA, Direct Memory Access. C'était la merde absolue. C'était la merde. Putain, rappelez-vous, il fallait mettre les IRQ 11 sur certaines cartes. Putain, ça a été le bras pendant des années jusqu'au PCI. D'accord. Les PCI, ouais, beaucoup plus petits, beaucoup plus fins. Mais bon. Et donc, à l'époque, le micro-channel d'IBM n'a plus besoin de tous ces trucs-là, tandis que l'ISA, il en a encore besoin. Donc, de ce côté-là, c'est moins pratique. Compaq pense pouvoir quand même être capable d'améliorer le bus ISA, le rendant aussi efficace et aussi facile à utiliser que le bus d'IBM. Mais un problème s'oppose. Ils se disent, si Compaq fabrique un nouveau bus, est-ce que les autres vont s'en servir, les autres clones? Ou est-ce que si personne s'en sert, ça ne deviendra pas un standard? Ouais. La solution à ce problème est simple. Compaq va créer le nouveau bus, mais céder tout droit sur l'architecture à un groupe indépendant dirigé par Intel. De cette façon, personne n'aura l'ascendant sur les autres. Pour Microsoft, cette idée de faire disparaître IBM du hardware s'appelait. Et Bill Gates aide Compaq à convaincre les autres constructeurs de la viabilité du projet. Intel est également partant, vu qu'ils ont une relation très positive avec Compaq lors du développement du 386. Et l'open source matériel venait d'être créé. Ben voilà, c'est ça. Et donc, en septembre 88, le consortium des 9 plus gros vendeurs de clones annonce avoir co-développé un bus 32 bits rétrocompatible avec les précédents, le EISA, donc Extended Industry Standard Architecture. En réalité, ils disent qu'ils l'ont fait ensemble, mais 90% du travail a été fait par Compaq, 9% par HP et 1% par tous les autres. Donc voilà quoi ça ressemble. Ouais, mais bon, le plus intelligent, c'est le 1%. Voilà, ça. Non, mais n'empêche que ça leur permettait d'écraser IBM qui avait encore la majorité du gâteau à cette époque-là. Oui. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous avez peut-être vu ce genre de port sur vos PC du début des années 90, avant les PCI. Oui. Il y avait encore des cartes mères qui avaient un port comme ça tout en bas de la carte mère où tu avais ce port ISA qui existait. Ouais. Donc Microsoft, via Steve Ballmer, est présent à la conférence, mais Bill Gates n'y est pas, parce qu'il se dit qu'on ne sait jamais. Si ça foire et qu'IBM gagne, il faut mieux pas trop les avoir soutenus, ces gens. Oh, le petit bras. Donc, pourtant, quand t'envoyais Steve Ballmer, quand même, il se repérait. Il était loin de passer inaperçu. Mais bon, Intel développe déjà de son côté la seconde génération de processeurs 32 bits, les 486, et Compaq annonce le développement du Desk Pro 486, premier appareil à utiliser l'architecture EISA qui sortira dès que le 486 d'Intel sera disponible. Donc ils prennent encore de l'avance. Ils annoncent d'avance leur prochain appareil. Pour enfoncer le clou, Compaq laisse des personnes présentes à la conférence tester un IBM PS2 et un Compaq 386. Le Compaq ayant des performances bien meilleures que le PS2.
Bon, en réalité, c'est pas compliqué vu que le PS2 utilisait un vieux processeur 286 alors que le compact utilisait un 386 tout neuf. Mais bon, la présentation fait son petit effet parce que les gens, ils s'en fichent de ce qu'il y a dedans. Il faut juste que ça va plus vite. Donc, chez Microsoft, Steve Ballmer dirige toujours l'équipe qui doit finir Presentation Manager. Parce que voilà, la première version, on n'avait aucune interface graphique, on avait juste des petits menus comme ça. On avait une interface en texte comme MS-DOS, plus quelques petits programmes simplifiés pour lancer des programmes. Mais bon, ça, c'était pas génial. Hein. Sans interface graphique, en 1987, on n'allait pas très loin. Ça fait pas envie, ça, quand même. Hein. Ah non, ça n'avait pas envie. Et donc, Steve Ballmer doit finir, l'équipe de Steve Ballmer doit finir Presentation Manager pour OS2 1.1. Donc, comme tout le monde l'avait prévu, OS2 1.0 est sorti en décembre 87 et c'est un échec total, personne ne l'achète, personne ne l'utilise. L'accord entre Microsoft et IBM fixe la date de sortie de Presentation Manager, l'interface graphique d'OS2, au 31 octobre 1988. Et Steve Ballmer pousse ses équipes afin de finir dans les temps. Les conflits avec IBM à ce moment-là se font de plus en plus nombreux sur des sujets aussi stupides que la façon de commenter le code ou la rémunération. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, IBM payait Microsoft à la ligne de code. Alors, ça disait que quand Microsoft améliorait le code et remplaçait un module de 1000 lignes par un module de 300 lignes, eh ben, ils étaient payés moins cher que s'ils avaient laissé le code non optimisé. Ce qui n'était pas très motivant pour les développeurs de l'époque. Bah, tu m'étonnes. Ah oui. À ce moment-là, tout commence à opposer Microsoft et IBM. Je veux dire, les gens de Microsoft habitués à Xenix, au système Unix, ils préfèrent coder en C. Les gens d'IBM préfèrent utiliser le COBOL ou le BAL. Attends, et le COBOL, vous savez, tiens, ce que c'est le COBOL? Non, mais tu vas nous l'expliquer. Alors, le COBOL, c'était un langage assez vieux qui s'appelait Common Business Oriented Language. C'est un langage commun pour la programmation de gestion qui avait été au final créé pour les administrations américaines. Et donc, c'était à l'initiative du Pentagone pour créer ça. Donc, ils avaient réuni un peu un consortium de personnes. Et maintenant, il est encore utilisé. Hein. On l'utilise toujours pour les banques. Et en fait, il était très complexe, très verbeux et très complexe. Et en fait, les développeurs, ils l'appelaient autrement. Au lieu de dire Common Business Oriented Language, ils disaient Compiled only because of luck. Il fonctionne uniquement par chance. Ou alors, il avait dit que le COBOL signifiait completely obsolete business oriented language, langage orienté de gestion complètement obsolète, quoi. Mais le truc, c'est qu'il existe toujours et on l'utilise encore dans certains systèmes de banque. Oui. Mais il est d'un complexe et puis il est très verbeux, très long. Enfin, c'est des phrases qui font ça, beaucoup de longs mots. Imbitable. Enfin, pas imbitable, mais à chier, quoi. À chier. Pour ça que le BAL, j'ai jamais entendu parler du BAL, à part le langage ABAL. Là, c'était un langage fait par un Français à l'époque. Hein. Sachant que, au fait, le COBOL a été inventé en 1959. C'est vieux, hein? Oui. Mais je crois que Florian nous en a parlé lors de l'épisode 0. Ah, oui, c'est bien, il y en a qui écoutent, c'est juste pour voir. Ouais, mais ça permet de dire, si vous n'avez pas écouté l'épisode d'avant, vous allez cliquer en haut, là-haut, il y aura sûrement un petit panneau là-haut, si je pense à vous le mettre. Voilà, là-haut, hop, quelque part au-dessus, là, avec la droite et la gauche, on ne sait jamais où c'est. Bon, donc, alors, Florian. Donc je disais, l'équipe de Steve Ballmer travaille pour finir l'interface graphique d'OS2 Presentation Manager, et le fait que la majorité de la compagnie travaille sur Presentation Manager et pour IBM, donc, ne plaît pas à Bill Gates, qui souhaite toujours voir le monde accepter Windows. Alors que le développement de Presentation Manager touche au but, il y a un événement important qui a lieu dans le monde des systèmes d'exploitation. L'arrivée de Satya Nadella. Non, c'est bon. Donc, on se souvient que Unix, donc qui était le système d'exploitation universel donc des ordinateurs centraux dans les années 70, et ce que Microsoft espérait, et celui que Microsoft allait espérer qu'il allait devenir donc également le même sur PC avec leur propre Unix, Xenix. Unix avait été créé à l'origine par les laboratoires Bell, donc qui faisait partie du groupe de compagnie Bell, qui s'appelle aujourd'hui AT&T aux États-Unis. Oui. Donc, les laboratoires Bell n'avaient pas le droit à l'origine de commercialiser, de travailler dans d'autres domaines que celui des communications. Donc, en développant un système d'exploitation Unix, ils devaient le donner gratuitement aux autres utilisateurs. Ils n'avaient pas le droit de le commercialiser pour des raisons de monopole, de
pour empêcher de les règles anti-concurrence. Enfin bon. Et donc, en 1983, les sociétés Bell, dont font partie donc AT&T et le laboratoire Bell, sont démantibulées à la suite d'un long procès sur les abus de position dominante aux États-Unis. Et donc, AT&T devient une compagnie indépendante et, via le jugement, récupère les droits de Unix, avec les droits, cette fois, de le commercialiser. Et donc, pour commencer, afin d'unifier Unix, AT&T donc, combine les fonctionnalités de leur Unix interne à celles des principaux Unix existants à l'époque. Donc, il y avait BSD, un Unix développé par l'Université de Californie, et Xenix, qui était l'Unix de Microsoft, qui est le seul à l'époque Unix qui était prévu pour fonctionner sur les IBM PC compatibles. Ouais. AT&T veut prendre le meilleur de tous ces Unix et commercialiser leur propre version officielle qui s'appellera Unix. Et Microsoft se dit que face à ça, face à un vrai Unix, leur variante de Unix ne pourra pas faire le poids. Et donc, ils décident d'abandonner le projet Xenix et de vendre les droits de Xenix à une petite compagnie qui s'appelle SCO, Santa Cruz Operation, fin 1987. D'accord. Ouais. Donc, ensuite, Santa Cruz Operation continuera avec Xenix. Et d'ailleurs, il existe aujourd'hui encore un descendant de Microsoft Xenix qui s'appelle OpenServer. Donc, vous pouvez regarder sur Wikipédia, la dernière version est sortie en 2015. Et donc, ça descend de Microsoft Xenix de l'époque. D'accord. Malgré la disparition de Xenix, l'impact de Microsoft sur le monde Unix n'est pas négligeable, puisque des standards introduits dans Xenix, comme par exemple l'ouverture de différentes consoles texte avec les raccourcis clavier Alt F1, Alt F2, ils seront repris par quasi tous les Unix suivants, et aujourd'hui par la plupart des Linux. C'est amusant, comme quoi. Donc, une guerre des Unix aura lieu dans les années 90, mais Unix ne deviendra jamais le système d'exploitation, un système d'exploitation très populaire sur PC, et sera finalement totalement éclipsé sur ce marché par l'arrivée du clone d'Unix, donc Linux. La perte de Xenix est cependant très ennuyeuse pour Bill Gates, puisque c'était le seul système d'exploitation avancé chez Microsoft qui pouvait à terme remplacer DOS. Bien sûr, il y a OS 2, mais celui-ci appartient à moitié à IBM et c'est pas génial. Afin de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, Bill Gates pense que Microsoft devrait quand même développer un nouveau système d'exploitation pour remplacer Xenix. Pour l'instant, rien ne presse, puisque à la fin des années 80, DOS reste quand même le standard de l'industrie des PC, qui fonctionnent tous sur un processeur x86 d'Intel, mais Gates se dit que ça pourrait rapidement changer, puisque de plus en plus de processeurs RISC, donc on en a déjà parlé, Reduced Instruction Set Computing, apparaissent, comme on en avait parlé il y a quelques épisodes, par exemple les processeurs ARM d'Acorn, qui consommaient quasiment rien. Et l'opinion générale dans l'industrie du PC est que ces processeurs vont être à terme bien plus performants que les CISC comme les x86 d'Intel, et que ceux-ci vont être appelés à disparaître et à être remplacés. Et c'est un problème à long terme parce que MS-DOS et OS2 sont codés en partie en utilisant donc de l'assembleur x86, donc ne peuvent tourner que sur les processeurs x86 et ne sont pas pensés pour tourner sur une autre architecture. Si on avait encore Xenix, ce serait pratique, parce que Xenix, lui, c'était un Unix et il aurait pu tourner sur n'importe quoi. Mais bon, il n'y en a plus, donc il faut bien le remplacer par quelque chose d'autre. Parce que c'était codé en C, langage de encore plus bas niveau. Un système de plus haut niveau. Et donc, pour cela, Bill Gates va se tourner vers quelqu'un qui s'appelle David Cutler, qui est encore chez Microsoft aujourd'hui et qui est quelqu'un encore d'assez haut niveau et important, qui était, dans les années 70, l'architecte du système d'exploitation qui fut le principal concurrent à Unix. À l'époque, en 1972, Cutler travaillait chez Digital Equipment Corporation et il dirigeait l'équipe qui développait un système d'exploitation pour leurs mini-ordinateurs centraux, qui c'était le RS611M. Bon, on ne va pas aller dans les détails, voici à quoi ça ressemblait le petit système d'exploitation. Donc, en 1975, DEC travaille sur un processeur 32 bits pour ses machines, et c'est encore une fois Cutler qui va diriger l'équipe qui développe le système d'exploitation associé, qui s'appellera VMS. VMS va être rétrocompatible avec les programmes écrits pour l'ancien système d'exploitation, et sera compatible et sera portable sur différents types d'architectures. Cutler rassemble à cette occasion la meilleure équipe possible pour développer le système, et ce sera une réussite. Il va devenir un peu le développeur fétiche de cette compagnie, DEC. Cutler, il détestait Unix et le trouvait mal conçu, trop peu sécurisé. Par exemple, sur les systèmes Unix, tout est accessible directement en ligne de commande, et un programme exécuté en mode administrateur peut tout faire. Il est possible de détruire totalement son installation en une seule commande. D'ailleurs, c'est encore le cas sur Linux aujourd'hui. En retour, les utilisateurs d'Unix trouvent que VMS, il est peut-être plus stable, mais il est plus lent et plus compliqué à programmer,
Et donc, en général, il y a une petite guerre qui se forme avec d'un côté les utilisateurs d'Unix, de l'autre côté les utilisateurs de VMS qui détestent les autres. D'accord. Et Des guerres de chapelle. Au milieu des années 80, Cutler obtient sa propre équipe de 200 ingénieurs et doit développer pour DEC un nouveau processeur RISC, le Prism, et un nouveau système d'exploitation successeur de VMS qui s'appelle Mica. Celui-ci doit assurer à la compagnie un succès jusqu'aux années 90. Suite à des problèmes de financement, le projet est annulé mi-1988, juste à temps pour Bill Gates. Parce qu'en effet, Juste le moment de débaucher ce monsieur. Ah oui, voilà. Parce que justement, Cutler est l'homme parfait pour diriger l'équipe qui va concevoir le nouveau système d'exploitation du futur. Eh oui. Celui-ci accepte de rejoindre Microsoft à la condition que toute son équipe le suive. Donc les 200 gars avec lui. Y compris ceux qui devaient développer le hardware. Alors quel intérêt pour Microsoft dans ce cas-là? Que Microsoft ne veut pas. Bah oui, logique. Mais c'est sa condition et Bill Gates, pensant qu'il n'a pas le choix, accepte. D'accord. Et ils vont faire quoi là? Ils vont développer des manettes, des claviers, des souris, ce genre de trucs? Ils vont aider à lancer les parties hardware de Microsoft dans les prochaines années. Ça va aider à lancer Microsoft Hardware. D'accord. Mais Bill Gates va donc demander à Cutler et à son équipe de développer donc un Unix killer, un système encore meilleur qu'Unix. Le système d'exploitation devra être multitâche et multi-utilisateur comme Unix et facilement portable à tout type d'architecture. Le système sera développé uniquement chez Microsoft, qui assurera de ne pas avoir de problème de fragmentation avec Unix, où il y avait plusieurs Unix codés par développés par plusieurs compagnies. Ouais. Le développement commence alors en novembre 1988. Afin d'avoir une base, l'équipe décide de partir d'OS2 plutôt que de DOS, puisque celui-ci était un peu plus moderne et plus facilement portable. Alors, une petite remarque. Le système donc développé par Cutler, son ancien système, c'était VMS. Si vous avancez toutes les lettres d'une, qu'est-ce que vous avez? V, W, Win. Non. W, N, T. WNT. Ah, ça vient de là? On ne sait pas. Mais c'est un drôle de hasard. D'accord. C'est quand même assez étonnant. T'avances toutes les lettres d'une, VMS, ça fait WNT de Windows NT. C'est quand même assez marrant. Il y a des gens qui disent que c'était volontaire, il y en a d'autres qui disent que c'était un hasard. Personne ne saura vraiment, mais c'est marrant quand même. Il faudrait demander à M. Cutler, peut-être, son avis. Bah oui. Donc l'arrivée de Cutler chez Microsoft est un souci parce qu'il a amené toute son équipe. Et alors que les anciennes équipes de Microsoft travaillaient plutôt assez bien ensemble, l'équipe de Cutler continue de travailler de façon complètement isolée, en séparation du reste de la compagnie. Et finalement, il n'y a que Steve Ballmer qui fait le lien entre l'équipe de Cutler et le reste de Microsoft. Et donc ça provoque un début de séparation, de scission entre les différentes équipes de Microsoft qui va se poursuivre au fil des décennies, qui va être facilement résumé par ce petit dessin qui est célèbre, vous l'avez déjà vu je pense, qui montre que chez Microsoft, chaque équipe travaille dans son coin et est prêt à tuer les autres. C'est bizarre, ça me fait penser à quelque chose. Que maintenant, il y a une équipe qui a gagné en fait. Ils ont mis leur patron en haut et voilà. Ouais. Enfin donc, au final, on demande donc à David Cutler d'ajouter à son système la compatibilité avec les applications DOS, Windows et OS2. Cutler n'est pas très content, il répond Windows, DOS, qui a besoin de ces merdes, pourquoi je devrais m'embêter avec ça? Ouais, il n'était pas un peu un but de sa personne à cette époque-là, le monsieur? Un peu, mais bon. Il faut bien imaginer que pour lui, il faisait des beaux systèmes d'exploitation et on lui montre DOS et OS2, c'était un peu le truc un peu dégueulasse et à l'arrache. Donc, du côté de l'équipe de OS2, le développement de Presentation Manager touche finalement au but. Et il se trouve qu'au final, le produit n'est pas si mal. Voilà à quoi ça ressemblait. Au final, c'était plus propre que Windows, avec une proportionnalité cohérente entre les différents objets du système et des couleurs et des icônes plus jolies. Pour quelqu'un qui ne sait pas que c'est des produits complètement différents en interne, on dirait que Presentation Manager est une version plus raffinée de Windows 2. Le problème, c'est qu'au final, c'est compatible avec quasiment rien. Par exemple, il n'y a pas de driver. Aucun périphérique non IBM ne fonctionne avec OS2 et Presentation Manager. OS2 a beau être plus stable que DOS, cette stabilité a un coût. Il est beaucoup plus difficile pour les constructeurs de coder les drivers, et donc peu de monde s'embête avec ça, surtout que DOS fonctionne très bien à côté. Ouais. De plus, il y a les capacités minimales du système. Il fallait au moins 5 mégas de RAM pour faire fonctionner OS2, sinon c'était horriblement lent. Et en 1989, 1 méga de RAM coûtait $350. Il fallait donc en moyenne dépenser $2340 pour avoir une machine capable de faire tourner OS2 Presentation Manager sans que ça rame. Ça pique. Voilà.
Pour la plupart des consommateurs, pique. le bon vieux DOS ne paraît pas si mal après tout, parce que c'était, quand on a ça, c'était pas prévu pour cette époque, quoi. Ouais. Alors, je vais vous montrer très rapidement sur la machine virtuelle à quoi ça ressemblait. Ça passe ? C'est bon, ça roule. Voilà. Bon, vous voyez bien ce que je disais tout à l'heure. On a OS2, donc ça ressemble à Windows 2, hein. Oui. Je dirais même ça ressemble à Windows 3. Oui, aussi, c'est vrai que ça ressemble à ce qui va venir. Et donc, comme je disais tout à l'heure, bon, il y a des petits utilitaires intégrés, bon, ça c'est classique, hein. Mais comme je disais tout à l'heure, on a une boîte de compatibilité MS-DOS là, DOS, mais qui peut faire tourner une seule application DOS à la fois. Et quand on la lance, et ben voilà, on passe en DOS complet. Vous voyez, on est repassé en mode réel, on est en mode DOS complet, on est dans un environnement complètement séparé. Le temps qu'on revienne dans OS2 après. Donc, et là, tu n'as pas eu besoin de faire redémarrer ton processeur là. Voilà, techniquement, c'est ce qui se passait. Il y avait le redémarrage du processeur à ce moment-là. D'accord. Et donc, là, comment tu fais pour quitter le DOS? Tu fais exit, CTRL-C? CTRL-F, échappe, voilà. Ah. Et, par contre, un petit truc qu'on peut voir, c'est l'apparition du gestionnaire de tâches à ce moment-là, qui restera. Ah ouais. Truc, enfin bon, voilà. On n'a pas non plus cherché trop loin. Donc bon, c'était joli, ça fonctionnait, mais bon, c'était pas, c'était trop cher. Et il y avait quasiment fonctionné qu'une application DOS à la fois. Et il y avait quand même un tableur Excel, tout ça? Pardon? Il y avait un tableur? Bah, il devait sortir normalement Excel pour OS2, mais ils l'ont sorti pour Windows avant et ça devait sortir plus tard. Je ne sais pas si au final c'est sorti ou si Microsoft a décidé de pas le faire. Je ne sais pas, j'ai pas regardé ça. Donc, un marché où OS2 Presentation Manager aurait pu fonctionner, c'est celui des stations haut de gamme. Là, on avait assez de mémoire et de puissance pour faire tourner ça. Mais malheureusement, en octobre 88, il y a le grand retour de Steve Jobs. Steve Jobs a fondé une nouvelle compagnie. Pardon ? Non, je dis heureusement qu'il était là, ce gars. Donc, il a fondé une nouvelle compagnie, Next, qui fait justement la même chose. Et il a créé un nouveau système d'exploitation, NextStep, qui est basé sur Unix. Et bon, bah, ça bouffe le marché de OS2 sur les stations de travail haut de gamme. Alors, à cette époque-là, Florian, juste, je me permets de te couper. Quand on est utilisateur d'un ordinateur, oui. On achète une machine avec son système. Est-ce qu'on peut facilement acheter un système d'exploitation, le mettre sur notre machine? On achète, en général, les constructeurs vendent DOS avec, mais Windows, on doit l'acheter nous-mêmes, hein, par exemple. D'accord. OS2, on peut l'acheter pour mettre à jour ses machines vers OS2, oui, c'était vendu également. La plupart du temps, tu achetais les boîtes à part, tu l'installais toi-même. D'accord. Donc, il fallait être un petit peu non, tu lançais, tu avais le DOS. Enfin, moi, les machines que j'ai connues, tu avais le DOS, tu lançais. Il faut bien comprendre que le DOS, tu n'avais pas d'installeur. L'installeur, c'est copier les fichiers de la disquette sur le disque dur. Et pour Windows, c'est pareil. Ça copie les fichiers en 2 secondes et après, ça le lance. D'ailleurs, OS2, c'est le premier système de Microsoft qui a un système d'installation et carrément quelques écrans d'installation et de configuration. Mais attends, et quand on installait Windows à l'époque, on était sur C2 points dès que ça s'ouvrait, tu te faisais A2 points, setup, quoi. Oui, voilà, mais c'était, t'avais pas de... Setup disquette 1, disque 2, disque 3. Il copiait juste tous les fichiers en quelques secondes. Il n'y avait pas de grands paramètres de configuration comme ça viendra après. C'était pas compliqué. Hein. Oh, voilà. Enfin bon. Il y avait quelques lignes de commande à connaître. IBM se dit que ce next step de Steve Jobs est pas mal et finalement il pense que le contacter pour lui demander d'adapter Next Step sur OS2 et remplacer Presentation Manager. Il était super à Next. Hein. Une trahison de plus pour Microsoft, mais le projet n'aboutira jamais. Oui, bah oui. D'ailleurs, Next Step, c'est la base de macOS moderne. Hein. macOS d'aujourd'hui, c'est le descendant direct de Next Step. Hein. Et la version que vous avez là, que je vais remettre la photo, le programme que vous avez là, Next, je vais faire un peu de pub parce que j'aime bien le Workbench 3.1. Il ressemblait à 2 gouttes d'eau à ça, quoi. Mais à 2 gouttes d'eau, si ce n'est, enfin, c'était ils ont copié à mort, quoi. Tu veux dire que des carrés, les tiles. Hein ouais. Tu veux dire que chez Apple, enfin même pas chez Apple, chez Jobs, on a copié. Non. Je pense que là, ça doit être Commodore qui sont un peu inspirés de ça à un moment donné. Il y a eu des tools qui permettaient de faire ça. Et si tu veux, là sur la droite, on voit bien qu'il y a des carrés. J'avais exactement les mêmes en design. Et derrière ces carrés, ces tuiles, c'était des sortes de panneaux que tu mettais horizontales, verticales. Alors c'est marrant, toi, en parlant un instant, j'y avais pas pensé avant. C'était un peu comme des tuiles. Des tuiles qui étaient dynamiques ou pas? Non, elles n'étaient pas dynamiques, mais c'était les mêmes carrés aussi gros. Ça voulait remplacer comme une sorte de barre de tâches ou etc. Sur Amiga, comme sur maintenant Apple, tu avais une barre de menu en haut qui reste dans le système.
Tu as toujours une barre Ouais. de menu tout en haut, quoi, si tu veux. Et après, c'était une sorte de barre d'icônes, comme on a là sur Next à droite, qui est en vertical ou à gauche. Tu la mettais où tu voulais. Et sur macOS actuellement, c'est vrai que c'est toujours le même principe. Tu as cette barre où quand tu déplaces tes icônes, tu sais, ça fait les icônes qui se grossissent d'un seul coup, là. Oui. Et c'est vrai que Ouais, finalement, peut-être. Le quand j'y doc, pense, le ça n'a doc. pas changé. Ouais, d'accord, ouais, c'est ça. Je connais pas le nom, j'ai pas de. Moi non plus, mais bon. Enfin bon, pour revenir à ce sujet, donc malgré tout, malgré tous ces petits projets qui vont dans tous les sens, pour la plupart des gens, le DOS originel reste le standard de l'industrie. Hein. Et tout le monde reste sur le DOS. C'est ce qui IBM fonctionne. Pardon? C'est ce qui fonctionne finalement, le DOS. Fonctionne le plus simple pour moins de Ouais. ressources. IBM a raté Ah, son pari, donc non seulement le public n'achète pas de machine micro-channel, mais en plus, OS2, c'est un échec. Florian, excuse-moi, Christophe voulait parler. Oui, vas-y. non, je disais que ça, déjà à l'époque, on avait notre logiciel qui faisait la paye, on avait notre tableur avec nos petits calculs pour faire des devis ou des factures, etc. T'allais pas changer en fait. On Oui. était déjà dans le système où voilà, tu as Excel, tu changes pas une machine. Oui, Tu oui. comprends? Donc c'est le système, l'engrenage était déjà pris et Microsoft avait déjà gagné quoi. Une À fois la que fin dans des années... l'entreprise, Oui, non, pardon. je dis une fois que tu avais tes Oui, logiciels, oui, c'est tout, oui. tu quittais En fait, plus. justement, c'est parce que les nouveaux systèmes d'exploitation n'ont pas assez bien réussi parce que les gens voulaient garder la compatibilité avec ce qui marchait sur DOS, c'est ce que tu dis. Hein, enfin. Donc, à la fin des années 80, IBM ne dirige plus l'industrie du PC. Intel va maintenant concevoir tout seul ses nouveaux processeurs compatibles avec les précédents. Celui est assuré de devenir le nouveau standard utilisé par tous les autres constructeurs qui adapteront un nouveau bus standard aux besoins. Donc, tout le monde D'accord. s'arrange dans son coin, tout le monde s'arrange dans son coin sans IBM maintenant. Et IBM d'ailleurs va reculer et va sortir donc des IBM PS1, Personal System 1, qui seront en fait à nouveau des PC. Et pourquoi pas le PS3? Parce qu'ils sentaient que Sony arrivait déjà dans le coup, donc ils voulaient pas créer de conflit, tu vois. C'est... Ouais, c'est Ils intelligent. anticipaient déjà. Enfin, c'était des visionnaires, les mecs. C'était des visionnaires. Pas pour tout. Donc Bill Gates n'est pas encore satisfait. Oui, IBM est en perte de vitesse, DOS reste le standard, mais les gens n'achètent toujours pas Windows. Ah mince. Ah, con. Mais que se passe-t-il? Sur Mais la qu'est-ce fin, qui se passe? en parallèle avec la fin du développement de Presentation Manager, l'équipe minimale qui travaille sur la version 2 de Windows développe une nouvelle version Windows 286. Alors celui-ci continue de tourner en mode réel, donc il a les mêmes limitations, il ne peut pas faire de multitasking MS-DOS, mais il obtient un support de mémoire étendue afin de pouvoir adresser plus d'un méga de mémoire pour les applications Windows. Bon, c'est un petit entre-deux. Ouais. David Wise, c'est un développeur donc, qui travaille dans cette équipe, dans l'équipe de Windows. Il est arrivé là via le rachat de, j'en ai parlé tout à l'heure, de Dynamical System Research, qui avait été racheté pour leur TopView à l'origine. Oui. Eux, ils sont dans l'équipe Windows, même si TopView ne sert à rien, au final, ça n'a jamais été intégré, mais maintenant, ils sont dans l'équipe Windows. Ouais. Alors que Microsoft prépare avec IBM la sortie de Presentation Manager en parallèle, il se dit il pense qu'il serait facile de faire tourner facilement Windows en mode protégé au-dessus de MS-DOS qui tournera encore en mode réel. C'est-à-dire que plutôt que de faire un DOS multitâche, de faire tourner Windows en multitâche directement au-dessus du DOS. De MS-DOS. Voilà. Et sans aucune autorité, tout seul, il se met à réécrire les composants de l'environnement Windows un par un pour les rendre compatibles avec le mode protégé. D'accord. Rapidement, il a une première version qui fonctionne à peu près. Et il fait une démo pour Steve Ballmer et Bill Gates, où plusieurs programmes MS-DOS peuvent tourner en même temps, chose qui est impossible sur OS2 en ce moment, pour le moment. D'accord. Alors, Bill Gates est Alors, ravi. le mec vient juste de réinventer le multitâche, quoi. Voilà. Bill Gates est ravi. Mais il faut le 386 d'Intel, il faut l'Intel 386. Oui. Bon. Et Bill Gates est ravi, il va enfin pouvoir dire développer pour Windows maintenant et que vos applications tourneront sur le système en mode protégé du futur. Ballmer voit également le potentiel, mais lui, il dirige encore l'équipe OS2 et il se dit merde, il va piquer mon boulot, lui. À IBM. Ben oui. Et Bill Gates, il s'en fiche, il sourit, il dit ça, c'est ton problème. Hein. C'est pas faux. Et voilà. Et donc, pour finir, voici donc à quoi ressemble en 1988 donc les systèmes d'exploitation de Microsoft. Donc, on a d'un côté la branche MS-DOS qui a donc la dernière version 4.01, Windows avec un Windows 2 avec Windows 2 qui a une interface graphique pour MS-DOS, OS2 donc qui est l'OS développé avec IBM, Presentation Manager, l'interface graphique qui vient de Windows Origin mais qui est devenue incompatible, qui est l'interface graphique de OS2, et on a le projet Linux Killer de Dave Cutler qui doit devenir le nouveau système d'exploitation du futur un jour pour Microsoft. D'accord.
Alors, à la fin des années 80, là où on en est, donc ça va être le combat total entre Microsoft et IBM. Là, on va dire que jusqu'ici, on se faisait des petits coups en douce les uns contre les autres, mais là, c'est fini, ça va être la guerre. La guerre est déclarée. En fait, les l'Empire fauves sont lâchés. Ouais, l'Empire contre-attaque. Après tous les clones, on a parlé plein de clones. Hein. Ça Ouais. va discuter, quoi. Ouais, bien vu. Ok, que la force soit avec toi, Christophe. Et donc, je veux juste vous montrer, pour finir, je veux juste vous montrer le Windows de 386. Donc, c'est une version de Windows 2 pour le 386, avec le petit Excel de l'époque, donc Christophe nous parlait tout à l'heure, pour voir un peu à quoi ça ressemblait très rapidement. Oups, il est pas là, il est parti. Ouais, il est parti. Alors, c'est des... WinWord, oh putain, je me souviens. J'avais oublié ça. Win 386, j'aurais dû le lancer avant. Je me souviens pas de Win 386. Win 86. Voilà. Oups. Ouais, c'est pas grave. Ouais, il y a de la couleur déjà. C'est pourri. Voilà, là, t'as des couleurs, tu vas un peu assembler. Donc, t'as OS2 d'un côté et t'as ça qui est en parallèle disponible au-dessus du DOS. Alors, vous voyez, les couleurs sont quand même un peu moins jolies que celles qu'on avait dans OS2. Mais ça tourne avec beaucoup moins de RAM, un CPU beaucoup moins puissant, et ça fait le boulot. Pour la plupart des gens, ça suffit. Et Excel est disponible dessus, donc la première version graphique de Excel. Voilà à quoi ça ressemblait. Donc comme Christophe disait, tu avais bien tous les menus qu'on retrouvera par la suite. Hein. C'était déjà pas mal pour l'époque. Les boutons. Il y a un petit peu moins d'options que maintenant quand même. Ah oui, ouais, mais bon. Ah, c'est génial. La grande classe. Avec les boutons arrondis et tout à la Mac. Non, c'était pour ressembler à des vrais boutons, ça, Christophe. Ah, pardon. On n'a pas encore de barre des tâches, mais on a toujours ce truc qui est apparu dans Windows 1 en bas, là, qui est... il te met les icônes, tu vois. Oh, l'icône d'Excel, comme elle se ressemble encore. Putain, ouais. Bah, ouais. C'est amazing. Bon, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui, donc dans le prochain épisode, on va la guerre totale entre IBM et Microsoft. Bon, ça marche. Bon, eh bien, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci Florian de l'avoir préparée. Merci Christophe d'avoir été là. Donc, si cette vidéo vous a plu, prenez le temps de mettre un petit pouce bleu, c'est juste en bas. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, abonnez-vous. C'est sur la petite cloche. Je vous invite à retrouver les épisodes précédents en cliquant sur la bannière que je vais essayer de penser à mettre là-dessus. Voilà, ça sera dans le petit bandeau. Et puis, partagez cette vidéo, ça nous fait plaisir. Ça fera sûrement plaisir à vos proches qui vont découvrir la chaîne s'ils ne la connaissent pas encore. En attendant, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Encore merci Christophe, encore merci Florian. Et à ciao. Salut. Ciao.